Alors, on a des nouveaux noms dans les rumeurs de transfert et notamment celui de Warren Zaïre-Emery. En effet, Manchester envisagerait une offre de 60 millions d'euros pour Zaïre-Emery. Les dirigeants d'Old Trafford s'étaient déjà intéressés au milieu de terrain en 2023 alors qu'il n'avait que 17 ans et il semblerait qu'il soit leur troisième recrue au milieu de terrain cet été. Alors là, ils parlent comme si c'était déjà fait. Moi, je pense qu'on en est encore très loin pour déloger Warren du PSG. Ça va être vraiment très compliqué, je pense. Surtout quand on voit les prix auxquels sont partis les Matheus Fernandes, les Tonali, etc. Je pense que le PSG le lâchera jamais en dessous de 100 millions. Alors là, 60 millions d'euros, j'y crois vraiment pas. Même si j'adorais, c'est vraiment un très bon milieu de terrain, très physique. Il peut même jouer en tant que latéral droit. Mais je pense que ça va être compliqué. Ensuite, on parlait beaucoup de Somerville, mais il y a Al Hilal, le club saoudien, qui a trouvé un accord avec West Ham pour un total d'environ 80 millions d'euros, ce qui est énorme. On en parlait à l'AS Roma, mais la Roma, ils n'ont pas d'argent, donc ils ont essayé de négocier tant bien que mal avec West Ham, mais West Ham, ils sont vraiment très durs en négociation. On l'a vu avec Matheus Fernandes. Donc c'est mort pour Somerville qui va rejoindre l'Arabie Saoudite, mais on a une autre piste à ce poste. En effet, il semblerait qu'on soit intéressé par l'attaquant sénégalais de Crystal Palace, Ismail Assar. L'avantage du joueur, c'est que c'est un joueur qui peut jouer sur tout le front de l'attaque, que ce soit à droite, à gauche ou même au centre. En plus, un autre avantage du joueur, c'est que c'est un grand supporter de Manchester depuis son enfance. Il a même récemment confié que c'était son club de ses rêves, et il a été interrogé à ce sujet. Il a dit qu'il a encore un contrat de 3 ans avec Crystal Palace, mais que c'est à eux de décider. Donc on voit clairement que le joueur laisse la porte ouverte à un transfert. Généralement, quand les joueurs veulent rester, ils le disent, ils le font savoir. Là, c'est pas le cas. En plus, il est fan du club, donc si jamais on s'intéresse vraiment à lui, je pense qu'il dira oui directement. Ensuite, concernant les milieux de terrain, on a Carlos Baleba qui est envisagé parce qu'il correspond au profil recherché, à savoir un milieu capable de couvrir beaucoup de terrain. En revanche, il est peu probable qu'il soit vendu bon marché parce qu'il est vendu par Brighton, donc de ce côté-là, rien de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que Alex Scott a refusé de prolonger avec Bournemouth. En effet, il y a eu de nouvelles discussions avec son club à la pré-saison, mais ça n'a rien donné. Mais malgré ça, Bournemouth ne souhaite toujours pas le vendre et estime sa valeur à 80 millions de livres. Il lui reste 2 ans de contrat. Et les clubs intéressés, c'est Manchester United, Manchester City et Arsenal. Et on a Fabrizio Romano qui nous en dit un peu plus sur le dossier Alex Scott. En fait, on a Bournemouth qui lui a proposé un contrat avec une clause libératoire, un peu comme avec Semenyo, mais il a refusé. Et il confirme l'information de Ben Jacobs comme quoi Bournemouth campe sur ses positions et ne veut toujours pas le vendre. Mais il dit aussi qu'il y aura certainement du mouvement à Bournemouth, donc à voir dans les prochains jours. Ensuite, concernant Manu Koné, la piste se refroidit un peu. Apparemment, le club n'est pas prêt à investir les sommes nécessaires pour le recruter en provenance de la Roma. Et du coup, ces contraintes budgétaires laissent penser également que ça sera trop cher pour Alex Scott. Et donc, cette information, ça nous vient de Laurie Whitewell, qui est un journaliste qui est bien informé sur le club généralement. D'autant plus que c'est confirmé par Chris Wheeler qui dit que Manchester aura probablement besoin de vendre des joueurs avant de se permettre de dépenser 80 millions pour un prochain milieu de terrain. Donc ça m'étonne quand même un peu, sachant qu'on était prêt à mettre plus de 80 millions de livres juste sur Matheus Fernandes. Et maintenant apparemment on n'a plus d'argent, donc moi j'y crois pas trop, sachant qu'on a acheté 2 joueurs pour le prix d'un. Donc normalement on devrait encore avoir de l'argent de côté. Je pense que c'est juste une stratégie pour temporiser le temps de vendre certains joueurs comme Bayindir par exemple. Surtout que le club avait entamé des discussions avec les représentants de Manu Koné, ça m'étonnerait qu'on commence des discussions avec un joueur qu'on sait inabordable. En plus, Manu Koné serait bien moins cher qu'Alex Scott, en dessous de 60 millions, on pourra l'avoir je pense. Ensuite, pour le poste de latéral gauche, on a toujours Lewis Hall qui est apprécié. Cependant, le retour de Rashford et la position de Dorgu ont un impact sur ce poste. En effet, comme on a Rashford qui va sûrement rester, ça va peut-être décaler Dorgu au poste de latéral gauche. Donc peut-être que le club va se dire qu'il n'y a pas besoin de recruter à ce poste, d'autant plus que Lenny Yoro va peut-être être bougé au poste de latéral droit cette saison, ce qui pourrait permettre à Mazraoui de jouer à gauche. C'est un poste auquel il a été vraiment très bon pendant la Coupe du Monde. Et donc si on résume pour les latéraux, à gauche on aurait Luke Shaw, Patrick Dorgu et Mazraoui, et à droite on aurait Diogo Dalot et Lenny Yoro. C'est une solution dont je suis pas très fan. Je pense que décaler Mazraoui à gauche c'est une bonne solution. Il a été vraiment excellent à ce poste avec le Maroc. En revanche, décaler Lenny Yoro au poste de latéral droit, je suis moins fan. Je préférais qu'on aille chercher un vrai latéral droit qui serait capable de centrer et de concurrencer Diogo Dalot. Ensuite, du coup, je vous avais dit que Rashford était parti pour rester et c'est parce que Michael Carrick a vraiment envie d'essayer de le relancer à Manchester. Ça, c'est un point qui me fait un peu peur avec Carrick, c'est que comme il a joué avec Rashford, j'ai peur qu'il soit un peu trop gentil avec lui. Il a aussi fait pareil avec Mason Mount, il lui laisse encore une chance alors que c'est au moins sa 4e saison décevante avec le club. Donc attention à ça, c'est bien d'être proche des joueurs, mais il faut savoir être lucide quand même, je pense. D'autant plus que garder Rashford, c'est pas gratuit, ça nous empêche d'aller sur Somerville et sur Iliman Ndiaye. Toujours concernant les ventes, on a
Radek Vitek qui est estimé à 15 millions de livres par le club. Le joueur est ouvert à un départ définitif et le club souhaite le vendre, donc normalement ça va se faire. Si on arrive à en tirer 15 millions de livres, ça serait bien, surtout qu'il a une valeur de 6 millions de livres. Si en plus on arrive à mettre une clause de revente ou de rachat, ça serait encore mieux. Après, on a Zirkzee qui pourrait rester à Manchester pour le moment parce que Sesko est pas encore remis de sa blessure au tibia. En effet, il va manquer une partie de la pré-saison. Il a déjà manqué le match face à Wrexham. Surtout que c'est une blessure qui traîne depuis un petit moment maintenant. Il a loupé les 3 derniers matchs de la saison dernière pour cette blessure également. Et si jamais on se décide de laisser partir Zirkzee, il y a la Juventus qui est intéressée par le joueur. Le club l'estime à entre 35 et 40 millions d'euros et est ouvert à une structure de transfert créative. Donc en gros, c'est qu'ils sont ouverts à une offre avec des bonus ou alors un prêt avec option d'achat, un peu comme on a fait avec Højlund à Naples. Pour le remplacer, on parlait de Ismail Assar, mais aussi de Jean-Philippe Mateta. Je pense que ça serait un bon swap. Je pense que les deux joueurs nous apporteraient plus que Zirkzee. Et sinon, toujours dans les blessures, on a Kobe Mainoo qui ne devrait pas avoir d'impact sur sa préparation d'avant-saison à cause de sa blessure au dos. Il devrait être de retour pour le match contre Leeds après ses vacances, donc je rappelle le 10 ou le 12 août, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu une confirmation comme quoi c'était un peu du chiquet sa blessure contre la France. C'était juste pour ne pas avoir à jouer le match, donc c'est bien, c'est rassurant pour nous. Concernant la blessure de Delert, ça progresse bien, mais on devrait quand même pas le voir d'ici le début de la saison, peut-être en septembre ou octobre normalement. Et toujours concernant les blessures, la blessure de Lisandro Martinez va être évaluée par le club. Pour l'instant, le poste de défenseur central est tout en bas de la liste des priorités, mais ça pourrait changer en fonction de la gravité de sa blessure. Et donc, on a une nouvelle rumeur qui est apparue suite à cette blessure, c'est la rumeur John Lukumi, le défenseur central de Bologne. On voit directement que c'est pour remplacer Lisandro Martinez parce que c'est un défenseur central gaucher, donc ce serait bien pour le remplacer. C'est un joueur qui a fait une très bonne Coupe du Monde avec la Colombie, il a une valeur marchande de 22 millions d'euros, donc on pourrait l'avoir pour une trentaine de millions, je pense. Et en fait, comme défenseur central, Michael Carrick qui voudrait un défenseur central capable de distribuer le jeu et de casser les lignes un peu comme Lisandro Martinez. D'après les clips que j'ai vus de Lukumi, ça a l'air d'être un défenseur qui est assez à l'aise avec la relance, même si évidemment c'est pas du même niveau que Lisandro Martinez. Après, concernant les jeunes, on a Michael Carrick qui a passé la semaine précédente la reprise de l'entraînement de l'équipe première à observer les meilleurs jeunes de Manchester. En fait, le but c'était de les analyser et de prendre les meilleurs pour la pré-saison. Donc il a dû faire quand même quelques choix. Il y a par exemple Kukonki qui n'a pas été sélectionné pour la pré-saison. Un autre jeune qui lui fait partie de la pré-saison, c'est Tynan Thompson. Le joueur qui a signé juste hier, il est déjà à l'entraînement avec l'équipe première. Pour l'instant, le club essaye de l'intégrer en lui faisant rencontrer les joueurs de l'équipe première. Pour l'instant, il n'a pas participé à l'entraînement collectif, il a fait une séance individuelle. Le but, c'est qu'il s'acclimate avant de rejoindre le groupe, mais il fait bien partie du groupe de la pré-saison. Et un autre joueur qui a rejoint la pré-saison, c'est Gigi Gabriel. En effet, il était absent lors de la première semaine de reprise d'entraînement, ce qui lui a fait louper le match contre Wrexham. En revanche, il devrait faire le déplacement avec l'équipe pour affronter Rosenborg vendredi. Donc soyez présents, on devrait moins s'ennuyer que contre le match contre Wrexham. J'espère qu'il aura au moins 45 minutes pour bien s'exprimer. Et comme autre jeune qui n'a pas rejoint la pré-saison, il y a Noah Ajayi, le jeune qui joue avec les U18, c'est un ailier gauche. Il a fait vraiment une très bonne deuxième partie de saison. Il n'a pas été sélectionné parce qu'il était blessé à la cheville. Mais s'il n'avait pas été blessé, il aurait sûrement été dans la pré-saison. Il a totalement le niveau. Il y a notamment des clubs en Allemagne, en Italie et au Portugal qui s'intéressent à lui. Ensuite, on a aussi Shidobi qui pose des interrogations au club. Il y a certains membres du club qui hésitent à le prêter. Il est reconnu qu'il doit être mis à l'épreuve après avoir passé toute la saison dernière au sein du centre de formation. On parlait il y a quelques semaines d'un prêt à Cologne, mais apparemment c'est plus trop d'actualité. C'est dommage parce qu'un prêt en Bundesliga ça aurait été bien pour lui. Toujours concernant les jeunes, on a Tyler Fletcher qui suscite l'intérêt de Kilmarnock pour un prêt, mais il souhaite rester et se battre pour sa place. Je pense que c'est vraiment un bon joueur, je pense qu'il est meilleur que son frère, même si c'est pas le même poste, mais j'aimerais quand même qu'il parte en prêt pour avoir du temps de jeu et s'aguerrir. Donc on verra pour Tyler Fletcher. Et je parlais précédemment du fait que Michael Carrick avait choisi délibérément de ne pas prendre Kukonki pour la pré-saison, mais il y a aussi Diego Leon qu'il a choisi de ne pas prendre. Pour l'instant, ça ressemble de plus en plus à un flop. C'était vraiment un des joueurs qui était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs d'Amérique du Sud. Il s'est même pas entraîné avec l'équipe première comme le reste des jeunes, donc c'est vraiment inquiétant, on l'a même pas vu. Ça se voyait qu'il n'avait pas le niveau pour la première ligue, mais de là à ne même pas faire partie de la pré-saison, c'est quand même inquiétant. J'espère quand même qu'on le reverra durant la saison parce qu'il a de vraies qualités physiques. Surtout qu'en plus, il y a une place à aller chercher dans l'effectif au poste de latéral gauche, donc c'est dommage. Et enfin, une nouvelle qui m'a bien fait plaisir, c'est que l'arbitre Anthony Taylor a pris sa retraite à l'âge de 47 ans. Donc on est enfin débarrassé d'Anthony Taylor qui nous a fait pas mal de saletés durant les années où il a officié en tant qu'arbitre quand même. J'ai hâte de voir son remplaçant en espérant qu'il soit pas fan de City, Liverpool ou Arsenal ou Chelsea, ce genre de club. Voilà pour les infos du jour, à demain.